Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Pour ce dimanche, 2 points inscrits à l'ordre du jour. D'abord, le discours du président du Faso annonçant les mesures économiques et sociales pour atténuer les effets et les conséquences du Covid-19 au Burkina. Et deuxième point, les États-Unis et la situation du Covid-19 sont venus pour le débat. Hyacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Fousseni. Merci d'être là, bienvenue. Deuxième invité à débat de presse de ce dimanche, Abdoulaye Tao de l'Économiste du Faso. Bonjour Tao. Bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Nous attendons d'un moment à l'autre Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso et quatrième invité à ce débat de presse, Boukari Ouba de Mutation. Bonjour Boukari. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat de ce dimanche. On commence d'ailleurs avec vous, Boukari. Le président du Faso, pour la seconde fois, s'est adressé aux Burkinabés pour leur annoncer un certain nombre de mesures économiques et sociales pour atténuer les conséquences du Covid-19 dans le pays. On va analyser ce discours dans le fond, mais aussi dans la forme, ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit, certainement. Mais d'abord, pour vous, comment vous avez perçu cette annonce-là, en fait, ce discours, dans sa forme? Merci. Dans la forme, il faut dire déjà que c'était un discours très attendu, parce que comme vous le dites, c'est la deuxième sortie du chef de l'État par rapport à la situation du Covid-19, ou peut-être la troisième, parce que la toute première fois, je crois, c'était lors de la sortie d'un conseil de défense, donc il s'était adressé à la nation à travers la presse qui était là présente. Donc ça fait 3 sorties, pratiquement en un mois de crise, puisque depuis le 9 mars, nous avons enregistré nos premiers cas de Covid-19 officiellement. Donc moi, je trouve que déjà, c'est insuffisant en termes de sortie, en termes de présence du chef de l'État pour gérer cette crise-là. Moi, ce que j'ai pu constater un peu partout dans le monde, c'est que ce sont les chefs d'État même qui sont au front par rapport à cette lutte-là. Il y a certainement un centre opérationnel pour gérer l'épidémie. Chez nous, on peut se référer au CORIS, mais il y a un centre de commandement. Le commandement, véritablement, il doit être piloté pour moi, soit par le chef du gouvernement ou par le chef de l'État lui-même. Or, quand vous regardez dans notre pays, absolument, c'est une guerre sanitaire. Or, quand vous regardez dans notre pays, il y a une absence totale du chef du gouvernement, le Premier ministre, qu'on ne voit pratiquement pas par rapport à cette crise. Et le chef de l'État, il sort de façon sporadique. Et lorsqu'il va sortir, c'est véritablement l'urgence, voilà, la clameur sociale et populaire qui le pousse à sortir. Donc, de mon point de vue, les sorties sont insuffisantes. Maintenant, cette sortie, comme je l'ai dit, elle était inévitable. Parce qu'après la sortie du 20 mars, où on a pris des mesures restrictives, il était nécessaire de faire cette deuxième sortie-là justement pour apporter les mesures d'accompagnement à ces restrictions-là qui ont été prises. Et c'est dans ce sens-là que cette sortie était véritablement attendue. Maintenant, dans le fond, ce qui a été annoncé, on pourra revenir là-dessus. Oui, dans le fond, ce qui a été annoncé, on pourra revenir là-dessus. Mais dans la forme, Hyacinthe Sanou, est-ce que vous, de la même façon que Boukari le dit, c'était une sortie attendue dans la mesure où on est dans l'urgence et on est également dans une situation préoccupante? Oui, je pense qu'il a dit c'était une sortie très attendue, je dirais même trop attendue, parce que je pense que la semaine qui a suivi, qui a précédé, il y a eu le Conseil des ministres en ligne. Je pense qu'au sorti de ce Conseil des ministres, si le président s'était adressé, le timing allait être beaucoup plus intéressant, parce que les Burkinabés ont eu le temps entre ce flottement-là de fantasmer sur les différentes annonces faites au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres, par les chefs d'État de ces pays-là. Et donc, notamment sur les mesures sociales dans ces pays-là, ça faisait gonfler un peu l'attente autour des mesures sociales au niveau du Burkina. Donc, je pense que c'est ce qui a peut-être conduit à cet accueil-là, de ce discours-là. Mais ce qui est aussi, à mon avis, qui n'a pas joué à la faveur du discours, c'est le retard. C'est la deuxième sortie du président qui connaît au moins 45 minutes de retard. Et même le premier discours... au moins 45 minutes, cette fois-ci, c'était près d'1 heure. Et donc,
ce genre, et on dit la ponctualité et la politesse des rois, ce genre d'attente, lorsque les gens sont là, ils attendent le discours du président et qui a ce retard, ça les conditionne négativement à tout ce qui va être dit. Donc ça fait que le message n'a plus l'ampleur qu'il devait avoir. Donc je pense que c'est des choses à revoir au niveau des services, en tout cas, de communication de la présidence. Mais dans la forme, en tout cas, je peux dire que le discours si on regarde les différents accueils, a eu un accueil assez positif au sein de l'opinion, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises en compte. Donc sur le plan de la symbolique, sur le plan également peut-être de la portée que ça peut avoir. Mais je pense que sur la symbolique, on pourrait faire également mieux. S'il y avait eu des consultations avant le discours, je pense que des consultations médiatisées, il y a eu certains secteurs qui ont fait des propositions dont certaines ont été prises en compte. Mais s'il y avait eu des consultations médiatisées avec notamment la classe politique, la société civile, les partenaires sociaux, en tout cas un ensemble d'acteurs, notamment la chambre de commerce, un ensemble d'acteurs clés, ça allait consacrer une certaine union autour des décisions prises. Les gens allaient se retrouver plus dans ce qui avait ce qui a eu comme décision, et aussi un service d'après-vente au niveau des différentes structures plus élaboré et plus rapide. Je pense que le soir même du discours, on aurait dû avoir des explications, parce que le discours est resté technique sur certains bords. Lorsque le président parle d'ampères monophasés, lorsqu'il parle de solar system, home system, ce n'est pas tous les Burkinabés qui comprenaient, mais on a... Et même qu'on l'a vu juste après le discours, ceux par exemple qui n'ont pas de compteur post-payé ont commencé déjà pour l'électricité. Il a fallu attendre la sortie du ministre de l'économie et des finances. 24 heures après, donc on a pu comprendre un peu ces différents aspects. Donc je pense qu'il y aurait eu ce service d'après-vente là de la part des personnes de ressources tout juste après le discours le même jour. Ça allait permettre aux gens de mieux comprendre les différentes mesures prises en tout cas. Donc je pense que l'un dans l'autre, le discours en tout cas, il était trop attendu, et ce qui a fait que ça n'a pas comblé toutes les attentes. Oui, Abdoulaye Tao, avant de revenir un peu sur le fond, puisque nous sommes dans les mesures économiques, et vous, à l'économiste du Faso, vous êtes très attentif à ces mesures. Mais déjà, dans la forme, qu'est-ce que vous en dites? Non, dans la forme, c'est ce que Sanou a dit. Effectivement, il faut, je crois que définitivement, on doit en finir avec les retards, parce que effectivement, c'est pas, quand le peuple attend, il ne faut pas le faire. Enfin, faut pas faire un discours à la nation, il ne faut pas faire trop attendre les gens. Le suspense ici n'est pas productif. Effectivement, ça fait la deuxième fois. Il faut que les personnels autour du président veillent à ce que on ait ces cas-là qui très exceptionnellement, parce que 2 fois, on va dire jamais 203. Il faut qu'on évite d'en arriver là. Sur le fond, moi je trouve que c'était un discours qui était très cohérent. C'était très attendu parce qu'effectivement, vu les conséquences des mesures mesures restrictives pour contrer la maladie, on s'est dit quelles sont les mesures d'atténuation qui vont arriver. Effectivement, certains pays ont dévancé le Burkina dans cette initiative, mais ce n'est pas forcément le premier, c'est pas une course, j'allais dire, de vitesse. Parce que pour prendre ce genre de décision, il faut avoir les chiffres, il faut avoir fait les consultations dont ça nous a parlé. Donc, il fallait avoir tous les ressentis un peu du milieu économique, social, même politique, pour pouvoir prendre un certain nombre de mesures. Je pense que c'est ce qui a été fait. Si vous regardez, le Premier ministre a reçu le patronat. C'était un document qui a été transmis avec des propositions concrètes. Le première chose, comment on appelle ça, le chef d'État a reçu une lettre ouverte, enfin, en tout cas, une proposition de, comment on appelle ça, Investisseurs sans frontières, pour les structures que je connais, qui ont déposé avec leurs propositions auprès de ces. Donc, je pense que le temps mis a peut-être servi à ça, sans être certain. Ça a peut-être servi à ça. Et quand on a regardé le discours du président, quand je prends la plateforme, pas la plateforme de l'UAS, mais la réaction de l'UAS par rapport aux mesures, par exemple, souhaitées pour mitiger, j'allais dire, les conséquences de la pandémie, il y a un certain nombre qui ont été intégrés. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même quelque part un minimum de coûts
qui a été fait. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Maintenant, là où je suis d'accord avec tout le monde, c'est que le service après-vente, ça doit être un objectif très important parce qu'il y a une panoplie de mesures qui ont été annoncées. Les ménages attendent des explications claires. Les entreprises attendent, même au niveau de la santé, ceux qui sont impliqués dans la gestion de la pandémie attendent d'avoir des précisions sur un certain nombre de mesures pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la gestion de cette crise. Oui, il est vrai que dans le discours du chef de l'État, il a évoqué un peu l'effort, pour ne pas dire cette contribution inestimable du personnel soignant, mais ça aurait été plus intéressant qu'on ait des mesures beaucoup plus claires à l'attention de ce personnel. Boukari, maintenant dans le fond, une batterie de mesures économiques et sociales. D'abord, on va aller sur les mesures économiques. Pour atténuer, il parle par exemple des mesures fiscales, de l'accès au financement pour les mois de avril à juin 2020, notamment la remise automatique des pénalités et amendes exigibles, la suspension des opérations de contrôle sur place, l'exemption de la contribution des micros. Finalement, Tao l'a dit, il serait plus intéressant d'avoir un service après-vente, mais on a comme l'impression que c'est des mesures qui arrangent plus les patrons que les employés. Oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, la première partie de ces mesures-là, ça concerne beaucoup plus le patronat, donc les entrepreneurs, plutôt que le bas peuple. Il s'agit d'exonération principalement. Or, véritablement, cette crise-là, bien sûr, elle touche tout le monde, mais elle touche surtout ceux qui ont les petites économies. Vous prenez dans vos différents quartiers, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, moi dans mon quartier, vous trouverez certainement plusieurs femmes la nuit qui tiennent leur petit commerce, de vente d'attiqués, poissons, de salades, ainsi de suite. Mais quand vous avez un couvre-feu sur 2 semaines et plus, pour ce commerce-là qui ne commence généralement qu'à partir de 18h, 19h, pour aller jusqu'à minuit, 1h du matin, donc tous ces commerces-là sont fermés. Mais ce personnel-là n'est pas pris en compte dans les mesures sociales qui ont été annoncées par le chef de l'État. Donc, c'est des mesures qui ont été d'une certaine manière, j'allais dire taillées sur mesure. On attendra de voir exactement ce que la couture va donner. Mais au moins, ça va intéresser principalement les entrepreneurs, ceux qui ont un minimum de pouvoir économique. Alors que ceux qui ont le plus besoin, certainement, ne vont pas le ressentir. J'ai suivi un micro-trottoir qui a été réalisé, je crois, d'ailleurs, par votre télévision, donc la RTB. Et beaucoup de gens qui sont intervenus se sont intéressés surtout à la mesure qui concerne la Sonabel et l'ONEA. Parce que justement, ça, on considère que ça concerne une large couche de la population. Et à ce niveau, nous venons d'avoir justement les explications plus ou moins détaillées du ministre en charge de l'énergie, qui fait comprendre que peut-être quelqu'un pourra bénéficier au maximum d'une sorte d'exonération de 7 500 francs le mois. Et cela va être étalé sur 3 mois, 7 500 francs fois 3, donc sur les 3 mois, donc avril, mai, juin. Vous imaginez ce que ça représente véritablement en termes d'appui à cette personne-là par rapport à ce que la personne perdrait, peut-être. C'est beaucoup plus énorme. Ça peut assurer la du mois de plus de la moitié. Non, c'est pas évident parce que le souci, c'est quoi? Quelqu'un qui arrive à prendre en charge sa facture de l'électricité de 7 500 francs par mois, ça veut dire qu'il gagne nettement mieux que ça. Or, la crise fait qu'aujourd'hui, il perd bien plus que 7 500 francs par mois. Peut-être même qu'il y en a qui perdent totalement leurs revenus. Parce qu'ils sont mis au chômage d'une certaine manière. Je vous parlais justement de ces femmes-là qui vendent le soir. Ce n'est pas les seuls. Ne serait-ce qu'un simple parqueur. Aujourd'hui, autour de beaucoup de commerces, puisque les commerces sont fermés, mais même le parking n'existe plus. Donc, ce n'est pas une affaire de gain de 7 500 francs par mois. Les gens perdent bien plus que ce qu'ils vont gagner à travers ces mesures sociales-là. Et véritablement, on ne pouvait pas attendre à plus que ça non plus. Oui, Abdoulaye Tao. Moi, je pense qu'il faut qu'on évite aussi d'accompagner un certain nombre de discours parce que c'est des mesures
d'accompagnement. L'État n'a pas la possibilité de prendre en charge tous les problèmes qui vont être posés par la maladie. Ils ont fait une analyse. Quand vous parlez que c'est les entrepreneurs qui ont été... Mais quand on soutient, ça c'est les outils de production qu'on soutient. C'est eux qui donnent les rémunérations à des travailleurs. Donc on permet à ces entreprises de se maintenir et de continuer d'une certaine façon leur activité. Prenons juste la mesure des choses, de délivrance gratuite des ASF. Vous savez que des attestations, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont bloquées, ne peuvent pas avoir de marché public, ils ne peuvent pas récupérer des factures qu'ils ont déposées parce que c'est conditionné à tout paiement de l'État ou même à la signature de contrat. Donc, dans cette situation où les gens ont fait 2 mois, bientôt 1 mois, il y a des entreprises qui sont fermées, hein. Il y a des gens qui sont en congé technique au niveau des transporteurs, par exemple. Oui, mais donc, ça fait, ce que je veux dire, cette mesure-là, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que tout le monde soit pris nécessairement en charge. Il y a le prix à payer, c'est vrai, ça va être douloureux. Même ceux à qui on donne certaines, ce qu'on dit comme, comment on appelle ça, ce qu'on peut considérer comme des faveurs, c'est pas sûr que ça comble effectivement le problème créé. Donc il faut relativiser. Moi, il faut qu'on relativise. C'est une action de soutien. Peut-être que dans le déroulement des mécanismes, dans la mise en œuvre de, on va voir comment on peut les renforcer pour que ça soit moins douloureux pour tout le monde. Yassine Sanou. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Tao sur ce point-là, parce que en plus, pour notamment les exemples cités par Ouova, il y a la donne d'appui aux couches vulnérables, notamment des commerçants, à travers les fêtières. Donc, encore faut-il que ces personnes-là soient reconnues quelque part, participent quelque part. Il y a tout cet aspect-là qui doit être pris en compte lorsque l'État doit intervenir. Comment intervenir jusqu'à un certain point lorsque les personnes ne sont pas reconnues, ne sont pas... Et ça, lorsque les gens sont dans le secteur informel, il y a bien des structures du secteur informel, il y a des fêtières du secteur informel, il faut une certaine identification à certains niveaux. Donc, s'il n'y a pas ce minimum-là, je pense qu'on pourrait présager de tout ce qui aurait pu être fait, mais le soutien de l'État est conditionné. Et donc, je pense qu'il faut aussi relativiser, en tout cas, ce que ça peut être comme impact au niveau. Et j'ai bien aimé le fait que dès l'entame, en tout cas, le président a issu les conséquences directes qu'on aura de cette crise. Parce que le plus souvent, on n'a pas cette vision-là. Il parle de taux de croissance à 2%. À 2% en 2020, de 306 milliards de pertes. On n'a pas, en fait, cette vision. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit ses conséquences. Parce que dans cette histoire, qui n'est pas sinistré par cette situation? Donc, il y a nécessité de poser le problème comme ça et d'aller étape par étape. D'abord, ces mesures-là, je pense qu'elles sont pertinentes. Elles ont l'avantage de toucher un certain nombre de personnes, un certain nombre de catégories, en tout cas, avec tout ce qu'on a cité comme mesures, notamment sur l'eau et l'électricité, sur les marchés hier, sur les conditions fiscales pour les entreprises. Parce que derrière ça, il y a le simple Burkinabé qui est soit employé, soit qui est abonné de l'eau et l'électricité, soit il y a autant d'aspects, en tout cas, qu'on essaie de supporter dans cette crise-là. Mais il faut, pour moi, en tout cas, être assez réaliste. On ne pourra pas apporter de l'argent à chaque Burkinabé pour l'aider à payer. Je voudrais juste donner l'exemple. Oui, et le président parle également de la mise en place d'un fonds de relance des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards. Oui, allez-y, Abdoulaye Tao. Oui, avant de répondre à cette question, je vais abonder un peu dans le même sens pour dire que au cas par cas, ça va être difficile. Par exemple, quelqu'un qui est à Lumbila, qui est consultant, qui travaille beaucoup sur Ouagadougou, avec la quarantaine, il ne traverse plus. Il ne traverse plus. Ce gars-là, on le prend en charge comment dans la mise en œuvre, il y a des problèmes qui vont se poser. On va voir comment gérer. Maintenant, par rapport aux mesures en faveur des entreprises, je crois que c'est là que c'est le plus attendu. On attend la Chambre de commerce, on attend le patronat. Ils ont déjà fait des propositions, mais je crois que là où on attend ces organisations professionnelles, c'est dans le mécanisme de mise en œuvre.
c'est quoi une entreprise sinistrée, hein? Il faut qu'on détermine quels sont les niveaux de ressources qu'on peut affecter aux entreprises, jusqu'à quel montant on peut aider une entreprise qui est sinistrée, et est-ce que ça va être des subventions, est-ce que ça va être des prêts à taux zéro? Il y a toute cette question-là qui n'est pas encore claire, et je pense que dans la semaine... Et pour vous, Tao, est-ce que ça nécessite encore une autre sortie du président du FASO, ou bien non, je pense que les là, techniciens puissent... là, ça devient un travail technique. Il y a un comité de veille ou un comité technique qui va être mis en œuvre, soit au niveau de l'action sociale, pour gérer tout ce qui est couche, ménage, hein, les mesures sociales. Au niveau de la santé, il doit y avoir un comité qui travaille déjà pour voir comment on gère la prise en charge médicale et le renforcement des capacités sanitaires. Et au niveau des entreprises, il y a aussi un comité qui va se mettre en place pour voir comment on gère le fonds, comment on soutient effectivement les entreprises. Oui, réaction Boukari Ova, avant qu'on y passe au prochain point. Pour dire ce que mes confrères viennent de dire ici, montre véritablement que la réflexion n'a pas véritablement abouti. Parce que justement, quand moi je regarde ce qui est fait, c'est ce qui est fait un peu partout. Et j'ai bien envie de dire qu'on a copié, parce que justement, on ne pouvait pas ne pas faire comme on a vu qu'on a fait ailleurs. Mais nous avons nos réalités économiques qui doivent nous amener à pousser davantage la réflexion pour aller voir justement qui on doit intéresser ces mesures-là. Vous parlez de mesures sociales. Vous dites bien mesures sociales. Quand vous allez aider entre une SARL, une société anonyme, par rapport à quelqu'un qui a un petit commerce, c'est à quel niveau c'est beaucoup plus social. Et cette crise-là, elle n'a pas commencé aujourd'hui. La crise date depuis longtemps en ce qui concerne beaucoup de secteurs, notamment à cause de l'insécurité. Beaucoup de villes étaient déjà dans le couvre-feu. Et le petit commerce était arrêté. On n'a jamais pensé à des mesures sociales d'accompagnement. Il a fallu justement que la crise touche maintenant avec le Covid-19 des grosses entreprises qui sont justement capables de contribuer. Je suis d'accord, c'est peut-être ça qui fait qu'on a besoin aujourd'hui d'appuyer ces entreprises, parce que quand on voit avec la crise du Covid-19, ce sont ces entreprises-là qui sont capables de venir donner des centaines de millions, ce qui est une très bonne chose. Donc on pense qu'il est nécessaire d'appuyer ces entreprises-là. Or, quand on parle de social, je crois qu'il faut... déjà, à chaque fois qu'il y a une couche de la population qui souffre, du fait d'une situation qui est créée, qui doit être gérée par l'État, que l'État songe déjà à apporter un appui à cette couche de la population-là. Ce n'est pas le cas. Ailleurs, c'est presque systématique. Mais chez nous, on a l'impression qu'on le fait justement parce qu'on a vu faire ailleurs, on est obligé de faire exactement comme on a fait ailleurs. C'est ce que je suis en train de décrire. Sur cet exemple, on n'a pas fait ce qui a été fait ailleurs. Ailleurs, on distribue des repas aux gens. Nous, on est incapable de le faire, on n'a pas les moyens. La prise en charge sanitaire générale, restez chez vous, on vient vous chercher, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos petits moyens, mais c'est très difficile. Moi, c'est vrai que... Ici, on parle de réactivation des boutiques témoins la Sonagès, par exemple. La décision de prendre ces mesures sociales-là découle de ce qu'ailleurs, on a pris des mesures sociales. Maintenant, comment nous, on prend nos mesures sociales? On prend nos mesures sociales qui ne sont même pas adaptées justement à nos réalités. Le point que Kimbe vient d'évoquer tout de suite, la question des boutiques témoins. Est-ce que réellement, dans la situation du Burkina Faso, on devait en arriver à des moments de désactivation des boutiques témoins? Ce n'est pas possible. Pour vous, ça nous vivons une crise permanente. Nous vivons une activation permanente. Une crise qui ne date pas de 2011, mais qui remonte jusqu'à au moins 2018 avec la grève des faim. Oui. On a chaque fois mis en place ces boutiques témoins. Et lorsque la crise semble être passée, ou bien parce qu'elle n'est plus sous les projecteurs, on laisse tomber et après il faut quelque chose pour qu'on vienne réactiver. On a besoin de ces boutiques témoins là pour qu'elles soient... Oui, Yacinthe réagit et ensuite Abdoulaye Tao. Les problèmes qu'on avait hors contexte de Covid, on ne pourra pas s'en sortir. Le Covid est venu se greffer à tous ces problèmes-là. Maintenant, ce sur quoi je voulais insister, c'est que je ne pense pas qu'on ait fait en fait du copier-coller des mesures ou qu'on s'est inspiré. Parce que nous avons des mesures qui ont été prises ici, dans le cadre de la riposte, bien avant, qui ne sont pas copiées sur les autres pays, notamment la quarantaine de ces villes-là, et autant de mesures, en tout cas dans la riposte sanitaire,
qui font partie de ceux qui sont les éléments dont les conséquences sont gérées maintenant par les mesures d'accompagnement. Et donc, je pense que les mesures d'accompagnement sont plus le corollaire de ce qu'on a pris comme mesure dans le cadre de la réponse de la crise sanitaire. Et je pense qu'il y a des éléments, bien sûr, on peut en discuter sur la pertinence ou sur l'efficacité sur le terrain, mais qui sont probants. Lorsqu'on prend, sur l'exemple sur les marchés hier, on a des mesures spécifiques qui ont été prises sur ce domaine-là, parce qu'on imagine la population qu'il y a derrière. Et donc, lorsque vous avez, le don de vivre aux couches vulnérables, vous avez l'exemption de loyer et de la patente sur certaines choses au niveau des marchés hier. Et autant de mesures, en tout cas, qui permettent à ces personnes-là de supporter cette période qui a assez... Comme je l'ai dit, tout le monde est sinistré. On ne peut pas rêver, comme dans certains pays, d'apporter une assistance en vivre à tous les Burkinabés, ou même en numéraire, comme ça se fait ailleurs, à tous les Burkinabés. Donc, il faut ces genres de mesures-là qui touchent le maximum, et par secteur. Je pense que c'est assez bien pensé lorsqu'on regarde les différentes mesures. Il y a les mesures de fiscalité dont on a parlé, qui touchent les entreprises, et donc, partant. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont presque, elles ne sont pas fermées, elles ont la clé en tout cas sur la porte. Parce qu'elles ne savent pas comment s'en sortir après cette crise. Prévoir un domaine de relance économique, alléger les fiscalités pour ces entreprises, je pense que c'est sauver des emplois, c'est venir en aide à des Burkinabés. Lorsqu'on revient sur les mesures sociales elles-mêmes, qui touchent presque tous les Burkinabés, en tout cas qui ont un branchement au NIA ou sur la REL, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné par ces mesures-là. Donc je pense que, pris point par point, il y a au moins un soulagement qui est apporté sur un aspect de vie d'un Burkinabé. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ces différentes mesures, mais ne pas espérer des réponses spécifiques, parce qu'au-delà de ça, il y a ces aspects-là qui vont être abordés et définis par les structures constatées. Il y a tous ces aspects qu'on aborde, par exemple, pour les petits commerçants qui ne sont pas dans le marché hier, lorsque les structures de commerçants vont se réunir pour définir les conditions, comme l'a dit Tao, de la relance économique, naturellement, ces commerçants-là ont des fêtières qui vont défendre leur point de vue. Donc, je pense que c'est en cela qu'il faut voir ces mesures-là. Pour l'instant, ça vise à soulager le maximum de Burkinabés. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on sort de la crise. Surtout. Oui. Abdoulaye Tao, on l'a vu également, peut-être pour beaucoup de fonctionnaires, pour ne pas dire les employés du public, ils s'attendaient à un mot sur l'UTS, l'application généralisée de l'UTS sur les primes et indemnités des agents de la fonction publique, qui n'en a pas été le cas dans l'annonce du président du FASO, tout comme de façon spécifique également, le personnel soignant également aurait été satisfait d'entendre aussi des choses spécifiques à son endroit. Est-ce que vous pensez que on peut les mettre dans le registre des grands absents peut-être de ce discours? L'UTS grand absent, je suis d'accord. Mais par contre, les agents de santé, je pense que peut-être qu'ils sont un peu trop pressés. Parce que dans le volume des 178 milliards, il est prévu un certain nombre de choses. On va peut-être, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il y a des primes de motivation qui probablement vont être prévues, comme d'autres pays l'ont fait, parce qu'il faut aider les gens. Il y a des prises en charge qui ont été souhaitées déjà par des organisations syndicales. Au cas où l'agent est malade, il faut que ce soit comme un militaire qui est au front, qui est obligé d'y aller parce que c'est son métier, il est formé pour ça, et que s'il y a des conséquences malheureuses, que l'État puisse assumer la responsabilité de ce qui va arriver. Et je pense que, justement, dans la mise en œuvre technique de ça, des mesures annoncées par le président, on va peut-être avoir tout ça. Maintenant, par rapport à l'UTS, est-ce que c'était le lieu pour le président de parler de l'UTS? Moi, personnellement, je ne suis pas de ce point de vue parce qu'il y a une urgence sociale, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence économique. Et si vous regardez toutes les mesures qui ont été prises, de façon générale, tout le monde, les fonctionnaires vont en profiter, les travailleurs vont en profiter, les ménages vont en profiter. Peut-être que peut-être dans la tête du président, ce n'était pas le lieu. C'est pas le lieu de parler de ça spécifiquement. Pour dire que vous savez que c'est une grosse pomme de discorde. Il ne faut pas mélanger les dossiers, ça peut avoir peut-être d'autres conséquences. Oui, il y a surtout que l'UTS pose un problème
concret dans le cadre de ces mesures-là. Puisque après on parle de relance, puisque après il va falloir notamment revenir sur certains impôts, comment on fait? Je pense que les discussions sont en cours et notamment je pense que le chef du gouvernement mène des discussions avec les syndicats et si les efforts sont bonnes, en tout cas le collectif syndical va répondre à l'invitation du président lundi. Du gouvernement. Donc je pense que ça c'est des concertations qui n'étaient pas encore abouties au moment du discours. Donc le président ne pouvait pas prendre un avis parce que on fait quoi de l'ITS? On supprime, on suspend, on reprend, on fait quoi? Parce que ça, c'est des choses qu'il faut finir de discuter avec les partenaires pour avoir tranché dessus. Donc, je pense que parmi les grands absents, en tout cas, je ne compterai pas l'ITS, ni le personnel médical, comme il a dit, parce que lorsqu'on a un plan de 178 milliards, il y a bien les conditions de vie et de travail de ce personnel-là qui sont prises en compte. Peut-être que le mot, la petite phrase de soutien, en tout cas d'encouragement et de gratitude à ce personnel-là aurait dû être peut-être plus d'une phrase dans le discours parce que c'est. Je pense qu'il a été dit, il a reconnu, il a même encouragé et félicité. Oui, oui. Et je pense que ça aurait pu être, venir plutôt dans le discours, être plus qu'une phrase, mais pas véritablement être un point. Pour moi, si on veut parler des grands absents de ce discours, c'est peut-être des personnes clés aujourd'hui dans le dispositif de couches vulnérables, comme les personnes déplacées internes, qui n'ont pas été citées, dont on n'a pas clairement une vision de ce qui est prévu par le gouvernement envers ces personnes, parce que c'est un gros problème. Sans vouloir, en tout cas, être péjoratif, c'est les vulnérables, parmi les vulnérables, en tout cas aujourd'hui, ces personnes déplacées internes qui sont presque démunies de tout. Donc, je pense qu'elles auraient dû être prises en compte dans le discours, en tout cas avoir une place dans le discours. Il y a également le monde de l'agriculture d'une manière générale qui est sinistré bien avant, qui rentre dans une nouvelle crise et qui n'a pas de perspective aujourd'hui du tout avec cette crise qui vient s'implanter. Et donc, avec tous ces marchés à fermer, tous ces produits dont on ne sait pas ce qu'on va faire, je pense qu'il aurait fallu spécifiquement s'adresser également à ce monde-là, ne serait-ce que pour les rassurer, ne serait-ce que pour leur donner une vision claire de ce qui devait être fait. Je pense que, en tout cas pour moi, les grands absents, c'est vraiment ces deux secteurs-là. Bien sûr, un mot aussi à la diaspora qui est sévèrement touchée dans ces pays-là, notamment les États-Unis, dont on va en parler. Je pense qu'il n'aurait pas été de trop, en tout cas, dans le discours. Voilà pour moi. Mais sinon, pour l'ITS, étant donné que c'est en discussion et qu'on aura certainement, à l'issue de cette discussion-là, une décision, il y a la loi des finances rectificatives qui arrive. Ça peut être inclus. S'il y a un accord. S'il y a un accord, s'il y a en tout cas quelque chose qui a ressort. Autant j'ai vu le débat aussi sur les acteurs culturels. Il y a l'exonération pour les activités culturelles. Je pense que les artistes, de manière générale, ne sont pas retrouvés dans le discours. Il y a un comité de réflexion qui est en cours également, selon le ministre Sango. Donc je pense qu'il y a autant d'aspects qui auraient pu être soulignés dans le discours, mais pas spécifiquement pour moi la culture. Oui, Boukari Ouba, votre réaction sur ces grands absents dans le discours et les annonces du président du Faso? Là, vous avez évoqué le cas de l'UTS. Je pense que dans tous les cas, l'UTS, de mon point de vue, n'aurait pas pu être une mesure sociale dans ce contexte-là. Mais cela n'empêche que le président aurait pu prendre une décision par rapport à l'UTS. Parce que si le président prenait une décision, ça peut être une mesure stratégique. On parle de perte probable de au moins 300 milliards en termes de recouvrement. On parle de la baisse de la croissance. On va passer de 6% à probablement 2%. On a besoin de motiver le personnel, les travailleurs, les gardes des finances et de tous les domaines. Notamment aujourd'hui, vous prenez la question de l'éducation. Lorsqu'on va réouvrir l'école avec peut-être plus d'1 mois, 2 mois de retard et que le personnel va devoir cravacher pour rattraper tout ce retard-là, on a besoin d'avoir un personnel motivé. Donc, nécessairement, peut-être pas forcément dans le cadre des mesures sociales, entrant dans la prise en charge des conséquences du Covid-19, mais au moins par rapport à la situation nationale aujourd'hui et à la situation de crise générale, le président a besoin de prendre une décision par rapport à l'UTS pour justement remotiver les travailleurs de tous les secteurs, parce qu'il faut travailler davantage pour combler un peu les effets de la crise en termes de croissance économique qui est attendue au cours de l'année 2020. Oui, Yacine, pour terminer sur ce point du discours du président et les annonces, il y a l'impact économique, il a dit au budget de l'État, ça va coûter
environ 394 milliards les mesures, la perte c'est 306 milliards. Et donc, il y a forcément un coût économique que l'État va devoir supporter. Bien sûr, et je pense que c'est là que, de façon spécifique, le travail va se faire. Comment déjà se rapporter les coûts de ce... J'ai écouté ce matin le ministre de l'Environnement qui parlait de ressources internes. Donc, quels sont les ajustements qui vont être faits sur les priorités, parce qu'on a tellement de priorités au Burkina, on les connaît bien avant que le Covid n'arrive, avec le tourisme, avec notre précarité dans certains secteurs. Donc, comment on va faire cet ajustement? Comment on va faire l'arbitrage des priorités pour permettre de supporter déjà ces 394 milliards de façon interne, avec aussi l'appui de PTF? Je pense que c'est la première chose à faire pour le gouvernement, en tout cas dans la semaine à venir. Et je pense que c'est là qu'on pourra voir un peu qu'est-ce qui a été prévu comme mode de déroulement de tout ces... Parce qu'au-delà, comme on l'a dit, il y a plein de rencontres sectorielles qui vont se faire et affiner certaines choses. Et je pense qu'il y a certaines choses qui vont être revues à la hausse ou à la baisse en fonction des rencontres sectorielles, et donc qui vont peut-être même influencer sur les prévisions de départ, parce que là c'est fait de façon macro, et lorsqu'on va rentrer de façon spécifique, on va revoir certaines choses. Donc il y a tout cela qui va permettre de déterminer si véritablement la prévision est réaliste par rapport à notre situation économique et même sécuritaire aujourd'hui, parce que en plus de tout cela, il faut revenir à cette situation sécuritaire qui fait qu'il y a certaines zones du Burkina qui sont inaccessibles, et ça n'a rien à voir avec le Covid. Le Covid, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle être au pied du mur en termes de gestion de l'État. Parce qu'il y a la crise terroriste qu'on était en train de gérer avec son lot de déplacés. Quand vous avez vu la première année, ces 2 dernières années, tout le monde a milité pour que le budget de la défense soit à la hauteur de la menace. Et après, on a vu qu'il y avait les conséquences du terrorisme. On a milité à ce que les budgets au niveau de l'action sociale puissent suivre aussi le niveau pour permettre de prendre en charge toutes les victimes des actions terroristes. Et aujourd'hui, on a un autre front qui s'ouvre, c'est le front du Covid-19, et qui accentue tous les problèmes qu'on avait auparavant, avec une menace même d'un pays qui est à l'arrêt. Donc ça nécessite une mobilisation de toutes les énergies pour y aller. Et aujourd'hui, si vous voyez, moi je vous invite à regarder le budget affecté en décembre au ministère de la Santé, et vous regardez ce qu'on leur a donné. Aujourd'hui, vous voyez l'écart, ça dit qu'on est dans l'urgence totale. Maintenant, quand on a fini de faire ces calculs, ces projections, on va à l'Assemblée, on va modifier pour autoriser les dépenses. On n'a pas de nouvelles recettes. Ça aussi, ça va être un gros risque. Donc, il va falloir compter avec l'existant. L'existant, et espérer que des partenaires, l'étranger, qu'on vilipende souvent. Et qui est touché aussi. Et qui est touché aussi. S'il y a des bonnes volontés qui vont peut-être soutenir quelques aspects du plan de mesures que nous allons mettre en place. Donc, effectivement, on est un peu dos au mur. Il faut avoir une gestion efficace du peu de ressources qu'on aura. Avec 5 francs, si c'est un résultat de plus 1 franc qu'on doit avoir, il faut le faire, sinon on ne sentira pas les effets du plan de mesures. Oui, Boukari Oba, sur cet aspect impact économique de ces mesures sociales et économiques. L'impact, il est énorme. Il est énorme, comme on l'a dit, on vit une crise multidimensionnelle. La crise sécuritaire faisait déjà qu'on vivait un certain nombre de difficultés, et aujourd'hui conjugué avec la crise sanitaire, et surtout le fait que ça touche aussi le monde entier, parce que Tao évoquait l'apport probable de nos partenaires économiques, mais si ces gens-là sont touchés aussi, il va de soi que justement les enveloppes qui pourront nous être concédées aussi soient revues à la baisse. Donc ça va être très difficile. On a un PNDS qui a eu du mal à mobiliser des fonds, la preuve que justement les partenaires ne donnent pas aussi facilement.
Et on avait déjà dit, pour en tout cas nos budgets de ces dernières années, qu'il faut compter beaucoup sur les ressources internes. Et si au niveau interne, donc les entreprises, les contributeurs nationaux sont en difficulté, il va de soi que justement on a du mal à mobiliser. Et il y a le Front social qui est là, qui depuis au moins 3, 4, 5 ans ne permet pas aussi de travailler et de mobiliser conséquemment donc les ressources internes, alors que, comme on le dit, il va falloir compter beaucoup sur les ressources propres. Donc ça va être beaucoup difficile et je crois que c'est surtout à ce niveau que la réflexion doit être déjà lancée. Il faut savoir gérer plusieurs crises à la fois. En même temps qu'on est dans la réponse contre le Covid-19, je crois qu'il y a donc le plan de relance économique, ou en tout cas la soutenabilité économique, parce que le président l'a abordé. Il va falloir que déjà la réflexion commence à ce niveau-là, pour qu'on voit après le Covid-19 qu'est-ce qu'on deviendra exactement. Oui, deuxième sujet de débat ce dimanche, à débat de presse, Hyacinthe Sanou, c'est les États-Unis d'Amérique, où le président Trump prévient que le pire reste à venir avec le Covid-19. Et on l'a vu, les autorités sanitaires ont recommandé le port généralisé du masque, même si le président américain, pour l'instant, se refuse lui-même à le porter. Et pourtant, au départ, c'était un virus chinois. Oui, le Chinese virus en train de devenir un virus yankee. Mais je pense que ça dénote un peu de l'appréhension qu'on a au départ. Tous nos pays, hein, les États-Unis sont véritablement une vitrine de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Au départ, on a pris ce virus comme étant un truc banal qui va attraper peut-être quelques personnes. Donc il fallait juste se circonscrire, notamment au niveau des aéroports, et puis c'est bon. On s'est rendu très vite compte que ça va au-delà, et que c'est un virus qui est très 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 contagieux et qui se propage très facilement. Et donc, ils ont été dépassés très vite. La première puissance du monde, qui est aujourd'hui la première nation touchée par le coronavirus, avec plus de nombre de cas, plus de 300 000 en tout cas confirmés. Donc, avec 8 000 morts. Trump lui-même qui, au départ, avait ce discours-là de virus étranger, qui aujourd'hui vient à des prévisions qui font froid dans le dos. Lorsqu'il vous dit que lorsque le pic va arriver dans 2 semaines et qu'on aura entre 100 000 et 200 000 morts, et que là, ça veut dire qu'ils ont fait du bon boulot. Vous imaginez un peu c'est à quoi le président des États-Unis doit s'attendre aujourd'hui en termes de prévision. Donc je pense que c'est un peu une interpellation pour tous nos pays à véritablement mettre l'accent sur la riposte à ce virus-là, qu'on ait les moyens comme les États-Unis, qu'on ait tous les moyens financiers, techniques et même en termes de ressources humaines, on peut très vite être dépassé. Et on a la preuve aujourd'hui, lorsque vous avez regardé les images de morgues remplis, qu'on ait des camions frigorifiques garés qui attendent des corps au niveau des hôpitaux, ça fait véritablement froid dans le dos lorsqu'on repense à nous, notre système sanitaire, comme il était hors Covid, et qui vient maintenant, avec cette situation, avoir autant de demandes, autant de sollicitations, autant de problèmes à régler. Je pense que c'est en cela qu'il faut, à chaque fois, peut-être chacun à son niveau, revenir sur la nécessité de se préserver soi-même et de préserver ses proches. Oui, Boukari Oba, on l'a vu, Hyacinthe l'a relevé, le discours de Donald Trump a progressivement changé de ton depuis le début de la pandémie, mais n'en demeure pas moins que aujourd'hui les États-Unis dépassent largement la Chine en termes de victimes du Covid-19 et même en termes de morts. Le record, Hyacinthe l'a dit, tourne aujourd'hui autour de 8500 morts. Oui, je crois qu'en termes de discours, partout les discours changent, parce que c'est un virus qui prend pratiquement tout le monde au contre-pied. L'actualité en France aujourd'hui, c'est qu'on recommande à tout le monde de porter le masque. Or, on a suivi
lors des 3 semaines de la crise en France, on a dit non, le masque est réservé uniquement aux personnes qui sont déclarées contaminées et au personnel soignant. Donc c'était pas du tout dans leur esprit, c'était même pas recommandé du tout de porter le masque de façon généralisée. Aujourd'hui, c'est au plus haut niveau, on appelle les gens à porter les masques. Puisque là-bas, il y avait deux enjeux. Il y avait l'enjeu peut-être du fait que les masques ne suffisaient pas. C'était surtout à cause de ça, à cause de la pénurie. Et puis peut-être que l'OMS aussi était sur des investigations pour voir est-ce que le virus se répand dans l'air ou pas. Voilà. Aujourd'hui, tout cela est confirmé. Pour le cas des États-Unis, vous le dites bien, au début, quand la crise a commencé en Chine, je crois que l'Europe, l'Amérique ont regardé ça comme si quelque chose qui allait s'arrêter donc à la Chine, qui allait mettre en difficulté donc ce concurrent-là au plan mondial. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est plutôt la Chine qui se relève beaucoup mieux par rapport à toutes ces puissances-là. C'est vrai que les chiffres en Chine, on pourra les contester parce qu'on parle officiellement de 3000 morts et on pense que ça doit être bien plus que ça. Mais si déjà en France, vous avez 7000 morts, 8000 morts aux États-Unis, en Italie, autour de 15 000 et 11 000 en Espagne, c'est bien plus que ce que la Chine a pu vivre comme crise. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, peut-être surtout en termes militaires, on se rend compte qu'elle est désarmée du point de vue sanitaire pour faire face juste à un petit microbe qu'on ne peut pas utiliser une bombe atomique pour bombarder, alors que ça aurait été beaucoup plus simple pour les États-Unis d'aller détruire n'importe quel pays aussi puissant du monde. Et aujourd'hui, c'est un petit microbe qui met à mal toute l'économie mondiale, qui met à genoux les grandes puissances mondiales, qui change nos comportements et nos modes de vie. Ça veut dire que véritablement, il faut repenser même tout notre système parce que le Covid-19, parce que tout le monde dit même qu'il est moins létal, il ne tue pas systématiquement. 80% des personnes qui vont contracter le Covid-19, sauf s'ils ont des antécédents médicaux assez sérieux, ont plus de chances de survivre. Or, il peut y avoir des virus qui soient beaucoup plus dangereux que ça et qui, au simple contact, peuvent provoquer la mort. Donc, aujourd'hui, véritablement, je crois qu'on a besoin de travailler davantage notre science de la médecine plutôt que de nous lancer véritablement dans l'armement qui semble être la course au plus haut niveau, au niveau des grandes puissances. Donc, ce n'est plus la grippe saisonnière de Donald Trump. Abdoulaye Tao, et on l'a vu également, le deal des masques sur les tarmacs des aéroports chinois, où pratiquement c'est les Américains qui font la loi avec le billet vert. Bon, c'est pas les États-Unis, c'est les opérateurs économiques. Je crois, de toute façon, je vois le business du Covid, hein. Même au Burkina, quand vous regardez, ça crée des petites niches pour certains qui se font 2 ou 3 sous. Ça, c'est inévitable. Autant le terrorisme enrichit certaines personnes, autant le Covid va enrichir. Comme le sida l'a fait. Voilà, ça c'est inévitable, c'est lié même à l'espèce humaine et à l'esprit entrepreneurial des gens. Mais moi, par rapport à Bush, je pense que pour une fois... Et Donald Trump. Donald Trump, il y a véritablement une leçon d'humilité. Et je crois que le Covid est en train de lui enseigner ça. Parce qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, il y a, je crois, 10 jours, il y a le maire de New York qui avait fait une commande, justement, d'équipement des masques pour prévenir, parce que il estimait que la ville allait être dépassée si on ne prenait pas de disposition. Et le même président avait dit non, que c'était trop, que la commande que le maire voulait faire était trop et qu'on n'en avait vraiment pas besoin. Ça veut dire que lui-même, à son niveau, stratégiquement, il n'avait pas de prospective, il n'avait pas de vision par rapport à ce qui allait arriver à son pays. Et ça, c'est un peu grave pour un pays qui est assez puissant. Malheureusement, ils seront obligés de tirer leçon de ce que la Chine a fait. Parce que la Chine n'est pas à sa première pandémie ou épidémie. Il y a eu le SRAS, il y a eu d'autres qui ont réussi à bien gérer. Et cette fois-ci encore, ils font la démonstration qu'un pays organisé, structuré, discipliné peut effectivement gérer ce genre de crise. Ce qui n'est pas vrai pour tous les pays. Mais si on veut sauver la vie des gens, il faut effectivement que les États soient assez forts pour pouvoir discipliner leurs citoyens dans l'intérêt même de l'État et du pays. Oui, Yacine, New York, Yacine Tao l'a dit, aujourd'hui l'épicentre
de l'épidémie avec plus de 3500 décès. Mais on le voit également, le système social américain est quelque peu inquiétant pour la prise en charge de tous ces cas. Comme quoi, ce pays aurait pu, on l'a dit, peut-être prendre au sérieux le taureau par les cornes, mais ce n'est pas tard que ça. Ce n'est pas tard, mais le mal est déjà fait. C'est-à-dire qu'au moment où on pourrait parler de prévention, maintenant là on parle de réaction après coup, et même de travailler en tout cas à guérir certaines personnes. Donc si c'était fait plus tôt, on a critiqué dès le départ le confinement de la ville de Wuhan par la Chine. On a trouvé que c'était trop strict, trop sévère. On a eu un peu les complaintes de nos étudiants notamment qui vivent dans cette ville-là. Au départ, on n'avait pas un peu une idée de ce virus. Je pense que beaucoup de pays ont vu dans, par exemple, la mesure de confinement une mesure un peu trop restrictive des libertés. Donc, personne n'y a pensé au départ. Aujourd'hui, tous ces pays-là qui sont des défenseurs des droits de l'homme, ils travaillent et ils vont de plus en plus. Aujourd'hui, dans un pays comme les États-Unis, vous êtes obligé d'en venir à des mesures comme ça dans certains États, notamment New York aujourd'hui, pour empêcher le virus de se propager encore plus, parce que le mal est déjà fait, le virus est déjà à une certaine proportion. Donc je pense que tout ça, c'est bien sûr, aujourd'hui on peut revenir sur l'anticipation qu'il n'y a pas eu. Je pense que tous les pays du monde n'ont pas eu assez d'anticipation. On voit que les seuls exemples de pays qui résistent sont les pays qui ont une certaine discipline notamment même les pays voisins de la Chine, où il y a une certaine discipline en tout cas des citoyens, ils arrivent à juguler en tout cas les cas. Donc je pense que c'est en cela, et je pense que là, en fait, l'interpellation n'est pas étatique. L'interpellation est au niveau des citoyens. Ce n'est pas une mesure prise de couvre-feu ou autre, n'est pas contre moi forcément, mais c'est pour moi. Et c'est pour ma santé. Et donc je pense qu'il y a tout ça et cette prise en compte là qu'il faut avoir aujourd'hui et ne plus rester dans les débats sur l'opportunité de telle ou telle mesure et sur la sévérité de telle ou telle mesure. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui peut empêcher le virus de se propager, notamment en termes de la quarantaine aujourd'hui, on espère qu'on n'en viendra pas à un confinement d'une ville comme Ouagadougou, mais s'il le faut, ce serait forcément une mesure à prendre si les choses évoluent négativement. Et donc je pense que c'est de travailler à être discipliné. Et je pense que l'État aussi, pour moi, quelque part, cette crise, on parle de nouvel ordre mondial, cette crise est aussi une chance pour certaines choses. Je vois un peu le maire de la ville qui est allé désinfecter le marché, qui a dit qu'on allait travailler aussi à éviter les débordements et autres. Je pense que c'est aussi une chance pour rattraper certaines choses qu'on n'avait pas pu rattraper. Parce que avec ça, quand on va mettre des mesures en place, on peut facilement redresser certaines choses. Et je pense que c'est la chance que doivent servir nos États pour, en tout cas, de trouver leur autorité auprès des citoyens. Et ça se gagne, par une force de l'ordre, mais également une explication claire, une transparence. Parce que si je ne comprends pas pourquoi vous prenez une mesure, je ne peux pas les respecter. C'est aussi simple que ça. Si je ne sais pas que c'est à cause d'une maladie, qu'on me dit je ne vais pas sortir, bien sûr que je vais sortir. Et donc je pense qu'il y a autant c'est en cela que c'est une chance pour les États, en tout cas, de saisir cette occasion pour, en tout cas, rectifier le tir. Et je pense que peut-être que, comme on le dit, d'un grand mal peut sortir un bien, peut-être que de cette pandémie-là, on pourra ressortir un Burkina qui répond véritablement à la terminologie des hommes intègres. Oui. Voilà, on va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche, à moins que Boukari ait quelque chose à ajouter. C'est bien fini. C'est pour dire que le plus important qu'on tirera de cette crise-là, ce sont les leçons. Et à partir des leçons, je crois qu'on pourra repartir sur un bon pied. Oui, tout à fait. Des leçons, de nouveaux challenges et certainement une nouvelle relance. Était là pour le débat de presse de ce dimanche. Boukari Oba de Mutation, Yassine Sanou de Omega FM et Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso. On a attendu Dieudonné Zungrana qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Ce n'est que partie remise certainement la semaine prochaine. Voilà, on s'arrête là pour le débat de presse de ce dimanche. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.